Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 64 du podcast 100% PSG, le MAG. Au moment où on enregistre, Liverpool a explosé Galatasaray hier soir 4-0 et donc Liverpool sera l'adversaire du Paris Saint-Germain pour le quart de finale de la Ligue des Champions. On vient de l'apprendre, mais quelque part, je pense qu'on est nombreux à avoir le sentiment que c'était un peu écrit. Et aujourd'hui, on va consacrer l'émission à Liverpool pour savoir à quoi s'attendre, comment ils vont, est-ce qu'ils sont en forme à part le match contre Galatasaray ou est-ce que au contraire c'est une équipe qui claudique un petit peu? On en parle tout de suite. 100% PSG, le MAG. Pia Clément. Et on en parle avec un invité qui est déjà venu dans cette émission. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà combattu contre Liverpool la saison dernière. Salut Julien Gray. Salut Pia, comment ça va ? Je vais très bien, je suis enchantée de cette nouvelle double confrontation entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. Alors Julien, je vais te présenter un peu pour nos auditeurs. Donc toi, tu es journaliste à beIN Sport. Tu es notamment un des visages connus de la CAN sur la chaîne beIN. On va y revenir juste quelques instants parce que c'est difficile de ne pas ouvrir sans te poser une question sur ce qui se passe actuellement du côté de la CAN. Tu es aussi co-réalisateur de deux documentaires, Silence ça tombe en 2022 sur la dépression chez les footballeurs et Pourquoi moi en 2023 sur le fonctionnement du cerveau des grands champions. Donc t'es un cérébral, on peut dire ça ou pas ? J'aime bien me poser des questions et réfléchir, ça c'est sûr. Voilà, on va dire que le concept dans mon travail, moi, de résultat brut m'intéresse évidemment parce que c'est l'instantanéité du résultat et c'est ce pourquoi on regarde du sport. Mais j'aime bien me poser des questions, on va dire, sur ces grands acteurs qui façonnent le sport et qui le font avancer. Et voilà, c'est important pour moi, en tout cas, de me poser ces questions et du coup d'aller leur poser à eux. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, tu vas pas te poser de questions, tu vas répondre. Et c'est ça qui est trop cool. Donc, Julien, tu es journaliste à beIN Sport, tu es un ancien abonné au Parc des Princes. Oui. Mais ton club, c'est... Oui. C'est Liverpool. Alors oui, c'est les deux, mais vous allez me dire, on est arrivé à un stade où c'est comme si on me demandait de choisir entre mes enfants, quoi. C'est pas possible. La dernière fois, tu avais dit mon père et ma mère. Ouais, là, c'est encore pire, choisir entre tes mes enfants. Voilà, c'est la step après, quoi. Ah, donc ouais. s'il y en a un de plus, je vais devoir choisir entre quoi ? Mon chien et mon chat ? Non, je sais pas. Mais oui, voilà, c'est deux clubs que j'aime pour des raisons qui sont totalement différentes, mais qui se ressemblent aussi. Voilà, à Paris, j'ai grandi dans les années 90 en voyant, en apprenant à aimer Paris, en apprenant à aimer Rail et toutes ces épopées à l'époque en Coupe d'Europe. Paris, c'est mes premiers émois footballistiques, avant 98 bien évidemment. Et puis Liverpool, c'est autre chose. C'est le fait d'être allé découvrir une culture différente là-bas, d'apprendre à connaître des gens qui sont scouts, qui ont une façon de voir le football qui est différente finalement de celle que je connaissais. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé pour tout un tas de raisons. C'est un peu plus, on va dire, philosophique et culturel, et ça touche à une fibre un peu différente. Mais ouais, Liverpool, je suis tatoué Liverpool, je suis à fond. Et intéressant. voilà, T'es tatoué PSG ou pas ? Ou que non, Liverpool ? pas encore. Ah, mais tu pourrais faire les deux. Ouais, bien sûr que je pourrais faire les deux. Attends, alors ça, il doit pas y en avoir beaucoup des gens qui sont tatoués de deux clubs différents. C'est possible, mais c'est pour les bonnes raisons. De toute façon, Liverpool est un club inspirant. Voilà. Quand tu te penches un peu sur l'histoire, l'histoire remonte à très longtemps. D'ailleurs, j'ai la date de la fondation du Liverpool Football Club, Liverpool FC, 3 juin 1892. À la base, c'est le même club qu'Everton. Il y a une scission et c'est là que Liverpool va naître. C'est un peu la version prolétaire du foot de Liverpool, de la ville de Liverpool, alors qu'Everton, c'est la version plus poche, plus bourge, on va dire, si je me souviens bien de l'émission qu'on avait faite l'année dernière. Alors, je dis un petit mot sur cette émission. L'année dernière, avant la double confrontation contre Liverpool en 8e de finale, on avait fait une émission en podcast seulement radio, parce que la chaîne YouTube n'existait pas à l'époque. Cette émission, elle est fantastique. Enfin, même toi et moi, on en a aussi gardé un souvenir vraiment très cool, parce qu'on avait réuni autour de la table 3 supporters de Liverpool. Youssoupha, le rappeur, n'était pas autour de la table, il était à Abidjan, mais on l'avait eu au téléphone. Toi et Isaac, qui est un supporter de Liverpool depuis 1973 et qui était incroyable, hyper inspirant aussi. Et de l'autre côté, il y avait 3 supporters du Paris Saint-Germain, 2 Lutèce Falco, 1 Supra. Et on avait raconté l'histoire de la fameuse banderole en 1997, première confrontation entre
entre les deux clubs. Les Lutèce Falco sortent une banderole à l'intention du parquage des Reds qui dit « Welcome to the legendary fans », donc bienvenue aux fans légendaires. C'est une histoire qui est un peu unique dans le foot, enfin c'est très très rare comme ça les relations aussi... l'adoubement un peu de supporters par un autre club, par les supporters d'un autre club. Et on avait raconté ça ensemble, c'est très cool. Allez réécouter cette émission, elle est vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Aujourd'hui, Julien et moi, on va plutôt se focaliser sur le Liverpool de cette saison, à quoi il faut qu'on s'attende pour Luis Enrique et ses joueurs. On va détailler un peu tout ça. D'abord, Julien, est-ce qu'on peut quand même rappeler les bases sur Liverpool ? Donc Liverpool, ville anglaise, bien sûr, du Nord, ville des Beatles. Est-ce que toi, tu es déjà allé beaucoup à Liverpool ? Beaucoup, ça dépend à partir de combien de fois on peut appeler ça beaucoup. Mais je pense que c'est beaucoup, en effet. Ah ouais ? Ouais. C'est genre 5, genre 10 ? Non, ça... Déjà, j'y suis allé... Non, franchement, j'y suis allé, au moins 20 fois. Ah ouais, Ouais, je à pense, chaque fois pour voir un match ? Non, même pas forcément, parce que là-bas, j'ai des amis là-bas, j'avais des copains qui ont habité là-bas, et donc moi ça me faisait un point de chute. Donc il y a des fois où j'y allais 2 fois par mois ou une fois par mois juste pour les voir sans avoir de place au stade. J'en avais rien à faire. C'était juste pour passer du temps avec eux, aller en ville et vivre une expérience un peu différente, quoi. Donc non, j'y suis allé quand même beaucoup de fois. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette ville de Liverpool ? Parce que vu de Paris, on se dit, ça doit être un peu glauque, il doit faire pas beau, ça doit être, je sais pas, des usines. On peut avoir, tu vois, une vision un peu comme ça. Est-ce que c'est comme ça, Liverpool ? Alors, effectivement, c'est une ancienne, donc c'est le nord de l'Angleterre, ça donne sur la Mersey qui se jette dans la mer d'Irlande. Donc oui, c'est pas une ville a priori où on y va pour le soleil et Pas de aller à la palmiers, plage, il y a pas de palmiers, ouais, c'est pas Nice, quoi. C'est pas plus mal, j'ai envie de te dire. Mais No voilà, offense à Nice, mais bon. C'est pas, on n'y va pas pour le climat. On n'y va pas non plus a priori. C'est pas Londres. C'est pas une ville qui culturellement, on va dire, tiens, je vais aller en week-end en famille à Liverpool. Mais c'est une ville qui se démarque par plein de choses. Alors les week-ends de match de foot et les week-ends sans match de foot, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que chercher un hôtel un week-end de match de Première Ligue à Liverpool, vous trouverez pas. Et un week-end où il n'y a pas de match, vous trouverez. Donc non, c'est une ville qui vit autour évidemment du football. Ils ont développé des activités autour. Voilà, ils ont rénové les docks, tout ça, ça a été complètement refait. Il y a quand même quelques musées. Il y a un musée de la marine. Il y a des choses qui sont liées à tout ce qui était à l'époque le commerce triangulaire, parce que c'était un point de départ du commerce triangulaire. Il y a évidemment un musée des Beatles. On peut aller en week-end à Liverpool et passer un bon moment. Voilà, si on est fan des Beatles, il y a des petits tours qui sont faits, guidés, où on peut aller sur tous les lieux emblématiques que tous les fans des Beatles pourront reconnaître. Donc voilà, c'est une ville qui est sympa, qui est à taille humaine, qui est assez petite, qui a été quand même bien rénovée depuis que moi j'y vais depuis les années 2007. Mais ouais, c'est très vivant. Par contre, pour faire la fête, ouais, ça, ils savent faire. Ah, voilà. Voilà, si vous voulez faire un week-end enterrement de vie de garçon, c'est bien, c'est la bonne jeune ville. Fille, allez-y, vous passerez un bon moment. C'est énorme. Ça veut dire que les footballeurs qui vivent à Liverpool et qui évoluent à Liverpool, ils peuvent aussi être happés par le monde de la nuit comme potentiellement à Paris. Alors, on va pas tout dire ici aujourd'hui. Parce que toi, tu dois savoir des trucs en plus. Mais il est arrivé que certains s'égarent de temps à autre. Et il peut arriver, alors ça je sais pas si c'est lié à l'Angleterre à l'époque, il y en a qui disaient que c'était lié à l'Angleterre, mais effectivement quand on sort en ville le samedi soir ou le dimanche soir après un match, les beaux restos et les beaux endroits de Liverpool, il n'est pas rare de croiser des gens qui sont très liés au club. Et ils sont de manière assez générale, on les laisse tranquilles. Donc j'ai jamais vu de débord. Alors à l'époque, Steven Gerrard, il allait peut-être pas acheter son lui, pain c'est la légende ultime de Liverpool, quoi. Mais voilà, il y a des joueurs. Moi, je me souviens d'une fois au resto, j'ai croisé Mascherano au resto à l'époque. On croisait Suarez ou Torres. Enfin, ça pouvait arriver. Et voilà, c'était. En fait, c'est une petite ville, donc il y a 4-5 rues où tout est concentré. C'est pas comme Paris où il y a 1 milliard de lieux pour sortir. Voilà, c'est vraiment à taille humaine. Voilà, on est susceptible de croiser absolument tout le monde.
Bon, il faut pas trop les croiser non plus dans les bars parce que après ça... Après, ça donne une saison comme cette année, mais on va en reparler. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire c'est peut-être un problème de cette saison, je sais pas. On va parler de la saison évidemment de la saison en cours pour Liverpool qui est contrastée, on va dire, par rapport au match que sûrement beaucoup de supporters du PSG ont vu hier contre Galatasaray. C'est pas à l'image de toute la saison voilà de Liverpool. Tu vas nous raconter ça. Je donne juste une petite info très liverpoolienne. Comment on dit déjà? Lillipuldienne? Liverpoolienne, Liverpoolienne. C'est l'emblème du club. C'est le Liverbird. Oui. Ça se dit comme ça? Ça se dit tout à fait comme ça. Ça se dit, à peu Liver. près. Et donc, c'est l'oiseau liver. Alors ça, je sais pas comment ça se traduit. En tout cas, c'est un oiseau mythique qui n'existe pas, donc moitié cormoran, moitié aigle. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y en a 2 des statues du Liverbird à Liverpool. C'est un oiseau qui tient un brin de genêt dans son bec en hommage aux rois qui ont régné à la fois en Angleterre et en France. Donc il y a aussi quand même un petit clin d'œil à la France. Les Plantagenets. Cet oiseau-là, on le trouve au sommet des 2 tours du Royal Liver Building sur les bords de la Mersey, sur les quais de Liverpool. Et la légende dit que les 2 Liverbirds sont en couple et le mâle contemple la mer d'Irlande pour veiller sur les marins, tandis que la femelle veille sur les femmes et les enfants restés dans la ville et qu'un jour ce couple d'oiseaux décidera de s'envoler ensemble et ça marquera la fin de la ville de Liverpool. Elle est inspirante cette ville, j'adore ce genre de légende. Elle est très inspirante. Alors pour avoir été là-bas plusieurs fois et pour avoir voyagé un peu en Europe, parce que voilà, comme je suis curieux et que j'avais envie de comprendre comment les gens fonctionnent, évidemment j'étais abonné au parc, j'ai vécu des matchs au parc, j'ai vécu des déplacements avec le PSG et j'ai fait la même chose avec Liverpool pour voir comment ça se passe. Et que ce soit en on-field ou en déplacement voilà, avec les parcages visiteurs, comme c'est le cas avec le PSG, comme tes auditeurs le connaissent avec le PSG, j'ai jamais senti d'animosité en fait envers. Et en plus, dans ces parcages de visiteurs de Liverpool, il y a des gens du monde entier. Parce qu'il y a des supporters de Liverpool dans le monde entier, mais des fans absolus de Liverpool dans le monde entier. Des scouts qui sont expatriés et qui du coup vivent leur passion différemment, qui sont moins on-field mais qui font tous les déplacements en Coupe d'Europe. Comme Et puis, beaucoup de PSG fan club à exactement. Londres, à New York, Exactement, comme partout, on l'a quoi, à vu beaucoup Seattle. autour de la finale de la Ligue des Champions, on les a vus se réunir tous. Ouais. C'est un peu la même chose. Sauf qu'à Liverpool, ça existe depuis des années et des années, que c'est mis en avant depuis des années et des années, et que aux yeux du club, finalement, ils sont considérés autant qu'un local. Presque, on va dire. Et ce qui fait que quand on va dans un parcage visiteur, alors évidemment tout le monde parle anglais parce que voilà, c'est la base, mais il y a des Français, il y a des Scandinaves, il y a des Suisses, il y a des gens qui viennent des États-Unis, donc en fait c'est assez, on va dire, c'est assez cosmopolite, c'est vraiment, on croise de tout le monde, et quand on arrive et qu'on se dit, bah moi je suis français et je suis là, il n'y a jamais personne qui m'a dit mais t'as pris la place de mon C'est pas voisin qui choquant voulait pour venir. eux, quoi. T'es Pour pas en eux, c'est pas footix, choquant. t'es À pas partir du moment où, en fait, on comprend les valeurs de ce club, qu'on les respecte et qu'avec eux, on les, entre guillemets, on les colporte avec nous partout où on peut se déplacer, et ben en fait, on est l'un des leurs. Et j'ai même vu à l'époque, en 2006 ou en 2007, les premières fois que je suis allé là-bas. Et à l'époque, on partait là-bas, c'était pas comme aujourd'hui où maintenant je pars, je sais que j'ai un billet déjà en avance. Là, des fois, c'était la veille, je savais que j'allais. Donc, on arrivait en ville et on discutait avec les gens. Et forcément, en plus, à Liverpool, pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, on a l'impression qu'ils parlent hongrois. C'est catastrophique. Ouais, On c'est comprend un pas ce qu'ils nous anglais avec un racontent. fort accent, quoi. C'est un anglais, c'est l'anglais de Game of Thrones. Voilà. Donc, C'est-à-dire du Moyen-Âge, en fait. voilà. Non, parlons bien. C'est très dur à comprendre. La première fois que je suis monté dans le taxi là-bas, j'ai fait je pensais parler anglais, les gars. Pas du tout. Et en discutant avec les gens étaient plutôt émus et touchés qu'on s'intéresse à eux, à leur ville, à cette culture. Je fais, les gars, ils me disent, mais t'habites Paris. Reste en week-end à Paris, c'est bien mieux que Liverpool. Nous, tous les Anglais, eux, à l'époque, il y avait une ligne EasyJet qui faisait Paris-Liverpool quasiment au quotidien. Tous les mecs de Liverpool, ils venaient en week-end à Paris, à EasyJet, ils allaient à Disneyland, ils visitaient Paris et ils rentraient chez eux. Ils me disaient, bah, qu'est-ce que vous venez faire ici? Et j'ai trouvé des gens qui étaient attachants, qui sont toujours évertués à nous expliquer leur manière de vivre. Et du coup, c'est quelque chose qui, moi, m'a vraiment touché parce que voilà, c'est des gens qui aiment partager et qui parfois n'ont pas grand-chose parce que Liverpool, c'est pas une ville qui croule sous la richesse. Et franchement, on ne peut être que touché par
par cette ville et ces gens-là, au-delà du club qui, oui, a évidemment, est légendaire, on va dire, sur la scène européenne, quoi. Et alors, toute cette histoire-là de découverte de la culture de Liverpool t'a mené à faire partie donc de l'OLSC Friends, Official Liverpool Supporters Club Friends, donc le club de supporters officiel des supporters français de Liverpool, ou français ou vivants à Paris, enfin en France. Et en fait, c'est toi carrément qui tiens le compte Instagram de... Alors j'ai un œil dessus et tout, mais c'est vrai que cette année, on est tous un peu pris. Ah ouais, c'est on a moins pas- actif. Ouais, on n'est pas super actifs, les gars. S'il y a des gens qui envoient des DM, on risque de passer à côté. Mais Heureusement que ouais. l'année dernière, quand tu vous ai envoyé un DM et que tu as Ouais. répondu, heureusement que tu avais répondu, parce que ça aurait été trop dommage. Ouais, mais je crois qu'on- que c'est l'époque où on l'ouvrait parce qu'on voulait pas passer à côté de messages de gens qui pourraient nous solliciter, parce que c'est vrai que pour nous, bah, le fait qu'ils jouent à Paris, à la maison, c'est aussi pour cette association-là une superbe vitrine pour Bien pouvoir expliquer aux gens ce qu'on fait toute l'année, Bah ouais. parce qu'on fait pas que supporter Liverpool ou se réunir pour regarder des matchs. On n'est pas qu'une billetterie ou qu'une agence de voyage pour pouvoir aller à Liverpool. Bien au contraire, on a des actions un petit peu, voilà, si vous vous intéressez à la vie associative, comme tout le monde, comme au travers du Cup ou de toutes les associations qui ont fait exister et fait vivre les tribunes du parc. On organise plein de choses autour de fondations, Ah des ouais. tournois caritatifs. Il y a tout un tas de choses et d'événements qu'on fait tout au long de l'année et partout en France. Donc voilà, pour nous, c'est évidemment le meilleur moyen de mettre en avant toutes ces actions-là, on va dire. Et alors, pour ceux qui sont à Paris et qui voudraient voir un match de Liverpool avec vous, Mhm. vous existez depuis 2003, si je ne me trompe pas. C'est Ouais. ça. Et vous avez 2 bars dans lesquels vous vous retrouvez, le Cop Bar et le Lush Bar. Ouais. C'est ça. Donc le Cop Bar, il est où? Le Cop Bar, alors le problème, c'est que moi, j'habite pas Paris. Ah, t'es nul en géographie. Alors, Ah je non. suis nul en Mais géographie. le mec est de Fontainebleau, mais qu'est-ce que vous oui, voulez? mais voilà, moi, je suis de Paris sans être de Paris. Non, Comment tu fais pour aller jusqu'au bar? Tu mets... je mets Waze. Ouais. C'est pas vrai. Je mets Waze. Bon, bah, vous cherchez Mais Cop non, le Bar Cop Bar, et Lush Bar. c'est au niveau de la porte de Saint-Ouen. Ah bah, tu sais où c'est Voilà, alors? parce que je sors périphérique porte de Saint-Ouen. Et le Lush, c'est rue des Dames, en dessous de la porte de Clichy. Ah, ok, donc nord de Paris, Ouais. comme Liverpool. Exactement. Ambiance, on n'est pas à 15e. Ouais, D'accord. Nord de Pareil. Paris. Le nord de Paris, ok. Donc le Cop Bar et le Lush Bar, il y a évidemment quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué dans la culture liverpoolienne. Tu as parlé d'Anfield tout à l'heure. Anfield, bon, stade... peut-être le stade le plus mythique, en tout cas en Europe. Enfin, c'est difficile de faire plus mythique qu'Anfield. Mais aussi l'hymne. On va pas refaire un truc très long sur l'hymne parce qu'on en avait beaucoup parlé dans l'émission de l'année dernière et c'était passionnant d'ailleurs. Mais quand même, on va se le réécouter en vous disant que celui qu'on va écouter, la version qu'on va écouter, c'est une version qui date de 2015 ou 2016 et qui est chantée à la fois par les fans de Liverpool et par les fans de Dortmund qui eux aussi ont repris ce chant et pour qui c'est devenu un hymne. You'll Never Walk Alone. Avant qu'on l'écoute, je vous lis juste la traduction parce que moi, elle me fout des frissons à chaque fois. Quand tu traverses une tempête, garde la tête haute et n'aie pas peur de l'obscurité. À la fin de la tempête, il y a un ciel doré et la douce chanson argentée de l'alouette. Avance à travers le vent, avance à travers la pluie, même si tes rêves sont ballottés et soufflés. Avance, avance avec l'espoir dans ton cœur et tu ne marcheras jamais seul. Tu ne marcheras jamais seul. Ça me fout des frissons. On écoute. It's Anfield's turn now to sing football's most famous anthem.
saison dernière, sur le match retour qui se jouait à Anfield, on était en studio, dans ce studio. Et au moment de You Never Walk Alone, il y avait beaucoup de supporters dans le studio. On était genre 7 ou 8. Et Eric Rabé-Santana. Et on a eu une vraie émotion, quoi. Ça fait vraiment quelque chose, même aux autres clubs, d'entendre ce stade qui chante ce chant. Mais ça se voit. Alors, il y a l'entendre là comme ça, voilà, où on a tous regardé des vidéos de foot sur nos téléphones ou sur les résumés qu'on peut trouver sur Internet, où on le voit et où ensuite on le voit à la télé. Mais le vivre en vrai, c'est différent. Ça Alors, doit être fou. quand l'an dernier Liverpool s'est déplacé au parc, moi j'étais au stade. Je l'ai pas entendu finalement parce que le parc, c'est un stade qui est extraordinaire, qui est phénoménal, avec une ambiance. Il y en a, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas 2 ambiances comme celle du parc en Europe. C'est extraordinaire. Parce qu'il y a beaucoup d'ambiances qui ont été étouffées aussi par les politiques des clubs, les politiques de prix. Il y avait des ambiances de fou avant, mais il y en a moins bien sûr, mais surtout en Angleterre. Le fait est qu'aujourd'hui, au parc, ou même quand ils se déplacent, je revois les images à Chelsea cette semaine. Le parquage était fantastique. C'est incroyable, on n'entend que ça. Donc, oui, les supporters anglais qui se déplacent ont l'habitude de faire du bruit, surtout les supporters de Liverpool, entre autres. Ils sont aussi connus pour se déplacer en nombre et pour être festifs, en tout cas pour mettre de l'ambiance. Mais le vivre à Anfield, pour de vrai, c'est extraordinaire. T'es au milieu du champ, quoi. Parce que, voilà, moi, avant d'y aller la première fois, je connaissais, je savais ce qui allait se passer, je m'y attendais, j'étais conditionné, il va se passer ça, je sais que je vais avoir la chair de poule, je sais que je vais avoir les yeux qui vont piquer. Mais le vivre en vrai, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, il y a souvent une rivalité ou de l'animosité. Alors, en Angleterre, c'est différent, mais les équipes qui se déplacent en Coupe d'Europe, qui viennent pour certaines la première fois ou la première fois depuis des années à Liverpool, parce que là, il n'y a pas la chance d'aller jouer là-bas tous les ans. Mais tous les supporters, ils sont avec leur téléphone et ils filment. Ouais. Et juste, ils écoutent. Et il y en a qui tendent leur écharpe en guise de respect, ou appelons ça comme on veut, mais c'est des choses que les gens veulent vivre, ils veulent voir. Et c'est vrai que, on parlait tout à l'heure d'Anfield, qui est un stade, je trouve que l'ambiance, c'est pas le sujet, mais l'ambiance n'est pas toujours exceptionnelle, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors oui, dans les grands soirs de Coupe d'Europe, si. Hier soir, c'était ça bouillant. Poussait bien, c'était bouillant et c'était beau à entendre. Mais les gens, ils vont à Anfield, c'est pour ça, c'est pour vivre cette expérience-là aussi. Ouais, ça va être un moment fort, que ce soit en parquage, parce que le parquage chante aussi. Et Isaac, qui était là la dernière fois, l'année dernière, nous avait expliqué que lui, il pleurait à chaque fois qu'il l'entendait, ce chant, depuis 73. Donc il a dû pleurer un paquet de fois. Oui, mais c'est parce qu'il est fragile aussi. Il n'est pas là, alors j'en profite. C'est pas gentil. Mais oui, effectivement, à chaque fois qu'on y va, tu donnais les paroles tout à l'heure, et c'est vrai que ça rappelle les conditions de certains dans cette ville. Ça rappelle, des fois, on a tous eu des moments un peu difficiles dans nos vies respectives. Et quand il y a le gars à côté de toi il est tatoué de partout, c'est une taille de bûcheron, et qui te prend par l'épaule parce qu'il commence à pleurer, et ben là tu te dis, mon pote, accroche-toi, parce que là, les 90 minutes, ça va être compliqué. D'ailleurs, pendant la célébration qu'il y a eu en hommage aux victimes de l'attentat du 13 novembre 2015, ils ont chanté You'll Never Walk Alone. Les survivants ont chanté You'll Never Walk Alone sur la scène dans le jardin du souvenir. Franchement, quand ils ont commencé à chanter, je pense qu'il n'y avait pas que les fragiles qui pleuraient, quoi. Pas que Isaac. Ouais. C'était un moment de fou. T'étais devant ta télé à ce moment-là ? Non, j'étais pas devant à ce moment-là, mais j'ai vu les images après. Ouais. Et oui, c'est quelque chose qui est très marquant. Ah oui, c'était super fort. Le palmarès de Liverpool, c'est 6 Ligues des Champions et 3 Coupes de l'UEFA et 20 championnats d'Angleterre accessoirement, dont le championnat de la saison dernière. Alors justement, maintenant, on va arriver à Liverpool. Liverpool a changé de coach l'été dernier, pas cet été-là, l'été d'avant, Arne Slot. Comment il s'en sort, Arne Slot, après 1 an et demi sur le banc de Liverpool ? C'est contrasté. Après 9 ans de Jürgen Klopp. Après 9 ans de Jürgen Klopp. Alors, on va essayer de ne pas être trop dur, parce que finalement, la vraie année zéro d'Arne Slot, c'est cette saison. Il est arrivé l'année dernière avec aucun recrutement. Il a vraiment, c'était la continuité de Jürgen Klopp qui avait lui-même décidé d'arrêter. C'était pas les mauvais résultats qui l'ont poussé vers la sortie. C'est
burn-out, quoi, je pense, globalement. Et il a fait là, il faut que j'arrête. Et donc, il est parti. Arne Slot arrive et il récupère absolument le même effectif qui guide effectivement au titre de champion d'Angleterre. Un titre de champion d'Angleterre qu'on avait eu quelques années auparavant avec Jürgen Klopp. Mais voilà, après, l'ombre au tableau l'an dernier, l'ombre au tableau. C'est nous, c'est le PSG. C'est ce qu'il y a derrière toi. C'est ce fameux huitième de finale de Ligue des Champions où Liverpool gagne au Parc des Princes et puis perd voilà, de manière assez inexplicable et compréhensible à la fois, compte tenu de ce qui s'est passé depuis. L'an dernier, au moment où on était ensemble, je me souviens des discussions, c'était vous allez nous rouler dessus. En fait, au moment où on va disputer la double confrontation, Liverpool sort d'une phase de ligue où ils ont été premiers avec que des victoires. Que des victoires. En première ligue, premier avec je ne sais plus combien de points d'avance. Mais voilà, à ce moment-là, on se dit que le jeu était. Oui, voilà. À ce moment-là, on se dit que Liverpool est la meilleure équipe d'Europe, qu'il n'y a pas de débat, que ils vont croquer le PSG et que voilà, je me souviens des supporters du PSG qui étaient là. Enfin, c'est un peu caricatural, mais c'était des lapins dans les phares. Ils se disaient là, on va se faire rouler dessus par un autobus. Et finalement, non. Et depuis, Arne Slot est critiqué en Angleterre, encore plus par tout le monde ces derniers temps, parce que voilà, le soufflet retombe finalement. Il y a eu du recrutement, un recrutement phénoménal cet été. Alors, est-ce que c'était le bon recrutement ou pas? Je ne sais pas, c'est des débats qui ont animé la première partie de saison. Il fallait pas ci, il fallait pas ça. Bref, il y a eu un recrutement qui est conséquent. Et finalement, la mayonnaise ne prend pas si bien que ça. Alors, sur le recrutement, quel genre de recrutement ça a été? Est-ce que c'est on remplace les partants poste pour poste? Est-ce qu'il y a une vision? Est-ce qu'on rajeunit l'effectif? C'était quoi, tu vois, les trucs, les enjeux qui ont sous-tendu ce recrutement? Déjà, le recrutement, il a commencé l'an dernier avec les prolongations de Van Dijk et de Salah. Voilà, qui était donc déjà là en 2018, déjà quand on joue en 2018 contre Liverpool. Eux, ils sont déjà là et Alisson aussi, le gardien. Mais l'an dernier, enfin voilà, quand l'inquiétude principale sur les 6 derniers mois de la saison, c'est est-ce que Van Dijk et Salah vont rester? C'est et le capitaine et le meilleur joueur de cette équipe. Oui, ils sont vieux, toute proportion gardée, pour une carrière de footballeur de plus haut niveau, mais à ce moment-là, ils sont indispensables. C'est des piliers, quoi. C'est les piliers de cette équipe et ils font partie des hommes sur lesquels Liverpool pense et doit compter. Donc le recrutement commence par ces deux garçons-là qui prolongent. Et puis finalement, l'été arrive et Ekitike signe, Isaac signe, Wirtz signe, Frimpong signe. Waouh! C'est des sacrés recrues, hein. C'est des recrues qui sont exceptionnelles. À ce moment-là, on se dit que Frimpong, c'est un gars qui peut intéresser n'importe quelle grosse écurie. On a perdu Trent Trent Alexander-Arnold qui est parti au Real Madrid. Et puis voilà, derrière, un Wirtz qui choisit le projet Liverpool plutôt que celui du Bayern, c'est un signe fort. Et puis Isaac, qui était l'attaquant le plus convoité peut-être d'Europe, qui vient, c'est incroyable. Et puis Hugo Ekitike. Voilà. Donc, et toi qui suis aussi le PSG, t'as dû te dire what the fuck. Non mais on se dit ça maintenant. Mais à l'époque où Hugo Ekitike il signe, moi je me dis c'est parce que Isaac il viendra pas. C'est le même profil d'attaquant. Bref, voilà. Et on se dit ok, donc c'est pardon, mais on se dit à l'époque, qu'est-ce qu'Hugo Ekitike vient faire à Liverpool? C'est un garçon qui est plein de talent. Il avait déjà montré, mais voilà, l'ambition de recruter Alexander Isak, qui est peut-être le meilleur attaquant de Première Ligue, et finalement prendre Hugo Ekitike, à ce prix-là, on se dit pourquoi? Et finalement, aujourd'hui, Hugo Ekitike fait partie des 3 meilleurs joueurs de la saison, sans aucun doute possible. Et il fait un super match hier contre Galatasaray. C'est vraiment, vraiment impressionnant parce que on le savait déjà sur le reste de la saison de Liverpool, mais c'est vrai que quand on se rappelle du joueur que nous, on voyait au Paris Saint-Germain, on a du mal à le reconnaître, même si on sait qu'au PSG, il a été mis dans des mauvaises conditions mentales par les 3 ogres qu'il avait autour de lui, Neymar, Mbappé et Messi, et que donc il n'a pas réussi à s'imposer mentalement, puis il n'y avait pas de place en fait. Mais vraiment impressionnant hier, donc Ekitike pour le coup, bonne pioche.
Très bonne pioche, sur et le c'est même une recrutement. très très bonne surprise. Mmh. Il est arrivé, alors il a eu la chance d'arriver et de jouer tout de suite, avec un Isaac qui est arrivé tard et qui était pas prêt physiquement et compagnie. Donc il marque des buts assez vite. Les gens Puis découvrent des un beaux joueur. buts, je me souviens Oui, de des ses beaux buts. premiers buts, ils sont Oui, ils magnifiques. sont On se dit: magnifiques. Et «What? puis Mais qu'est-ce qu'il fait?» au-delà des buts qu'il marque, dans le Ouais. jeu, il est bon. Mmh. Il est vraiment bon, c'est séduisant, ça va vite. On sent que voilà, Mmh. il pue le foot quoi finalement. Et c'est un joueur que moi j'ai redécouvert finalement. Je me dis mais ok, il est aussi fort que ça. Est-ce qu'il va être aussi fort que ça sur la durée? Bah oui, en fait. Et c'est une très très bonne surprise. Aujourd'hui, Hugo Ekitike, c'est un des premiers noms qui est mis sur la feuille de match. Voilà, quand on parle entre nous, dans nos groupes WhatsApp, ah ouais, lui il joue. Bah oui, on espère tout le temps que, enfin, Mmh. quand Hugo Ekitike est sur le banc, on est frustré, on comprend pas pourquoi. C'est un peu est-ce que tu pourrais, peut-être si on devait le comparer avec un des attaquants du Paris Saint-Germain, bah, je te laisse, je vais pas te souffler de réponse, mais tu le comparais à qui sur nos 4, tu vois, attaquants titulaires, ou 5 si tu comptes Ramos même? Waouh, c'est difficile à dire parce qu'euh, en vrai, j'aurais envie de dire qu'il me fait penser à Dembélé. Ah ouais? Ouais, parce Tu que m'arrêtes. bah, en fait, c'est un joueur qui est capable de décrocher, vraiment de revenir pour chercher des Mmh. ballons. Il est capable d'aller sur les côtés. Heu il est bon dans le petit jeu en déviation. Face au but, je trouve qu'il est vraiment bien. Il joue des 2 pieds, Mmh. il a une double accélération qui est vraiment intéressante. Hem, ouais, franchement, alors, OK, le Dembélé de la saison dernière qui est ballon d'or, bon, peut-être pas, mais Oui, je oui, trouve que mais si tu devais dans les comparer, façons ce serait lui. de bouger et Mmh. tout, je le trouve super intéressant. En fait, c'est le aujourd'hui, c'est le prototype du faux neuf qui est capable de décrocher, Mmh. d'être technique. C'est pas juste un finisseur, en fait. C'est bien plus que ça. Mais en plus de ça, il est très bon dans la surface. Eh ben, impressionnant. Je pensais que tu allais enfin moi j'avais pensé à Barcola comme, pourquoi je dis ça? Parce que je me souviens qu'Arne Slot avait dit, à l'époque où vous avez recruté justement, Hugo Ekitike, avait dit: «On n'a pas de joueur aussi rapide que Barcola, Doué, Guevara, enfin que les attaquants du PSG. C'est pour ça qu'on a recruté Hugo Ekitike» et en fait, il a aussi cette qualité-là d'être très rapide et de pouvoir faire des contre-attaques, Ouais, rapides. ouais. Bah, moi, je me souviens du but de Dembélé, au parc, contre Chelsea, par exemple. Bah, c'est ce prototype-là de but qu'il est capable de marquer. Je me souviens plus contre qui il met un but, comme ça en Anfield cette saison, où il part tout seul en contre et il a une double accélération et il met un pointu du pied gauche, Mmh. voilà, en fait, moi, il me fait penser un peu à lui, très longiligne, mais en même très fin, mais très dur à bouger, très rapide Mmh. et qui est quand même, sur ses appuis et je trouve que vraiment, j'étais très, très surpris par sa saison et par l'habileté qu'il a su démontrer, en fait. Alors sur les autres lignes, donc Isaac, tu le trouves comment du coup? Bah, c'est très dur Il est d'avoir un point de vue sur, Isaac cette saison parce que finalement on l'a très peu vu. Il est arrivé en retard, puis après il a été blessé, il revient et puis, il est de nouveau blessé. Heu, c'est pas un mauvais joueur en fait, mais aujourd'hui, il a rien apporté à Liverpool. mmh, Il a pas pesé dans la saison du club. il sera sur le banc ou pas, pour le match contre le PSG? Il est blessé. Il se murmure que là, il serait proche d'un retour. Mais bon, c'est comme partout, déjà on est «loin» entre guillemets de Liverpool et puis c'est un peu opaque et c'est très difficile d'avoir Ouais. des vraies infos. On verra après la trêve où il en est. Est-ce qu'il commence à apparaître dans les feuilles de match ou pas? Mais on a bon espoir de le voir de retour dans pas trop longtemps. Pour Liverpool, il y a aussi un match important après la trêve en FA Cup contre Manchester City. Heu, voilà, il va falloir compter sur lui à un moment donné où voilà, Alors, il on va falloir. reviendra, on va continuer tout à l'heure à détailler un peu l'effectif, mais puisque tu parles du match de FA Cup, on va faire un petit point sur les calendriers, parce que Ouais. les calendriers du PSG et de Liverpool sont difficiles avant et pendant la double confrontation. Donc du côté du Paris Saint-Germain, on va commencer par jouer Nice, ensuite il y a la trêve internationale. En revenant de la trêve internationale, on joue Toulouse le 3 avril. C'est important parce que Liverpool joue, lui, de son côté, Manchester City en quart de finale de la FA Le Cup. 4. Et le 4, donc un jour plus tard, donc il y aura un jour de récup de moins et un match a priori beaucoup plus dur pour Liverpool avant le match aller. Donc match aller 8 avril entre PSG et Liverpool au Parc des Princes, bien sûr le 8 avril.
Et alors ensuite, c'est pour le PSG que ça se complique, puisque le match qui est entre les deux confrontations, côté PSG, c'est Lens, le co-leader du championnat, enfin le deuxième du championnat, mais qui a aussi été leader pendant la saison à plusieurs reprises. Donc c'est le match peut-être en championnat le plus important de l'année et qui sera un des plus difficiles sans doute. Tandis que du côté de Liverpool, c'est Fulham. Mm. Mais c'est aussi vachement important, parce qu'en championnat, cette saison, Liverpool, c'est pas ça, quoi. C'est courant alternatif. Cinquième Voilà, au classement. 5e au classement, alors parce que le week-end dernier, tous les adversaires directs pour cette 4e place, on va dire, de Liverpool se sont affrontés, donc ils ont perdu des points. Mais voilà, la semaine dernière, Liverpool joue Tottenham, que tout le monde humilie semaine après semaine, et ils font match nul à Anfield, un partout. Donc Liverpool est paradoxal cette année, on ne sait jamais sur quel pied danser. Ils sont capables de faire un match solide et plein d'engagement et de détermination, comme face au Galatasaray. Et ils sont capables de perdre à Anfield contre l'avant-dernier de Premier League et de faire match nul contre le 17e de Premier League. Donc tout ça n'a aucun sens. Et c'est ce qui fait que Slot est vraiment critiqué, parce que des fois on a l'impression qu'il s'enferme dans sa doctrine et dans sa façon de penser, et qu'il est en train de faire la guerre à tout le monde et même aux supporters. Donc c'est compliqué, donc c'est difficile de savoir. On sait que contre Paris, ils vont être en mode Champions League. Ouais. Pour eux, ça doit être l'équipe à battre à tout prix, quoi. Déjà, je pense qu'ils vont avoir envie de prendre leur revanche par rapport à la saison dernière. Et ensuite, je pense qu'ils veulent montrer que, à un moment donné, même si pour l'instant la saison elle est en passe d'être plutôt pas réussie, il suffit qu'ils perdent en FA Cup contre City. Si t'es éliminé contre le PSG et que tu fais 5e ou 4e du championnat, franchement, la saison pour un champion d'Angleterre, elle est catastrophe. Donc la saison va se jouer sur 2 matchs presque. Donc ça va être compliqué. 3 matchs qui vont être collés, quoi. 3 matchs qui sont collés, et sachant qu'effectivement, tu parlais du match de Fulham. Aujourd'hui, Liverpool peut pas se permettre de lâcher des points en Première Ligue. Voilà, c'est ça. Et puis Fulham, si je dis pas de bêtises, là-bas, il y a eu match nul, avec encore un but, encore un but pris dans les arrêts de jeu. Je crois que Liverpool, c'est la pire équipe de Première Ligue en termes de buts encaissés en fin de match. Donc, aïe. Oh, ça, c'est une information intéressante. Donc, parce que pour le coup, le PSG... c'est une équipe qui brille par son inconstance, on peut dire ça comme ça. Ah ouais, ça, c'est la fin de match. Ça veut dire que ça peut être... juste pour revenir sur la double confrontation de la saison dernière, il faut quand même dire que le niveau affiché par les deux équipes a été stratosphérique. Match aller, tous ceux qui nous regardent s'en souviennent évidemment, mais match aller, le Paris Saint-Germain sort un des plus beaux matchs de son histoire, mais perd 1-0 de façon complètement absurde. Absurde. Il doit y avoir 3-0. Ce match, c'est une masterclass. Ouais, mais bon, il y a Alisson en face, le gardien qui sort, le match de sa vie. Lui, en sortant du match, il a dit c'est le match de ma vie. Ouais. Donc voilà. C'est une dinguerie. Et le match retour, c'est Arne Slot qui est sorti en disant c'est le match de ma vie, le meilleur match de ma vie de coach. Mais c'est Liverpool qui perd 1-0. Enfin non, qui perd 1-0, donc tir au but. Voilà. Et par contre, au tir au but, on vous éteint 4-1. Voilà, là, il n'y a pas débat. Et voilà. Mais quoi qu'il arrive, la double confrontation, elle est spectaculaire en termes de niveau de football. C'est fantastique, quoi. Donc, on espère qu'on peut s'attendre à la même chose. Toi, tu ressentais quoi à la fin, après l'élimination ? T'avais quand même de la fierté de ce que vous aviez proposé ou... Oui, parce que ça n'a pas été... Il n'y a pas eu, entre guillemets, il n'y a pas eu d'humiliation, ou il n'y a pas eu de... Quoi. Ouais, voilà, il y a eu match. Et des fois, il faut accepter de se dire, en fait, l'adversaire a gagné parce qu'ils ont été plus forts et pas parce que toi, tu as été nul ou tu es passé à côté. Donc voilà, et puis après, moi, j'aime aussi le Paris Saint-Germain, donc j'étais content, il y avait de la nouveauté. Je me suis dit, il y a une perspective qui s'ouvre aussi pour le PSG de remporter une Ligue des Champions. Donc non, c'était incroyable. En plus, le Paris remporte la Ligue des Champions le 31 mai. Je suis né le 31 mai, donc je peux vous dire que dans la famille... Oh, la nif de fou. C'était, on ne peut pas faire mieux. Mais non, voilà, je suis rarement déçu après des matchs de foot. Voilà, c'est comme ça, en fait. On ne maîtrise pas les choses. J'arrive pas à me dire, là, je suis déçu, en fait. Alors, tout à l'heure, tu évoquais les supporters, la relation entre Arne Slot et les supporters.
J'ai cru comprendre que quand même, il y avait un sentiment de déception assez fort, puisque j'ai cru comprendre qu'en championnat, si je me trompe pas, c'est en championnat, le dernier match avant Contre le match Tottenham. contre Ouais. Galatasaray. Ah bah c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Ok, là Ça pour a le coup, sifflé à la fin du l'équipe match. a sifflé. Ouais. Les supporters Ouais. ont sifflé Ouais. l'équipe. Ouais, d'habitude, victoire ou défaite, qu'il fasse beau ou qu'il y ait une tornade et qu'il neige, les supporters ils sont là jusqu'à Liverpool, Anfield est plein jusqu'à la fin. Et puis ça siffle pas après un match, et même qu'il y ait victoire ou défaite à la fin du match, on en parlait tout à l'heure, il y a You Never Walk Alone. À la fin on applaudit l'équipe, ils ont perdu, c'est pas grave, on rentre chez nous, on fera mieux la semaine prochaine. Mais là, franchement, on sentait qu'il y a quelque chose que ça allait pas et tout, mais les bouts à la fin du match, j'étais surpris. C'est très rare. Très rare. C'est très très rare. Il n'y a pas eu du Never Call. Ils ont sifflé, ils se sont barrés. Fait allez, c'est bon, on en a plein la tête en fait. On se barre. On n'a même pas envie de. Venez pas nous voir. C'était ça. Et à la fin, Arne Slot quand on rajoute une couche en conf, j'inverse les mots, et qui nous dit que, en gros, il a dit quand je suis arrivé ici, on m'a dit que quoi qu'il se passe, les supporters, ils sont là, ils sont présents, ils sont derrière. Et il dit peut-être que j'ai mal compris quelque chose, en tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et donc il a dit j'espère que c'est entre guillemets, il a dit j'espère que ces sifflets étaient destinés aux joueurs qui étaient sur le terrain, quoi. What? Un peu bizarre. Pas très cool de dire ça. Donc et là ouais, je pense que après moi je discute avec beaucoup de gens ils sont à Liverpool ou en France ou ailleurs, mais aujourd'hui, et c'est ce qu'on entend même de la vie générale dans les talks anglais ou quoi. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui doutent déjà de l'avenir de Slot à Liverpool, et même certains se sont posé la question de ce qu'il faisait encore là. Ah ouais, à ce Ouais. point-là. Le problème, c'est que il se passe pas grand-chose en fait. Comment tu qualifierais le jeu de l'équipe, on va dire les fragilités, les défauts du jeu de l'équipe de Liverpool cette saison? À part l'inconstance, ça on a compris. C'est cette incapacité à faire mal finalement à son adversaire, parce que tu es toujours à portée de tir de te faire rejoindre ou de perdre. Quand il y a quelques années, si on reprend les meilleures années de Slot, de Klopp par exemple, où c'était une machine brutale, où il mettait 2-0, 3-0, et voilà, même s'il y avait un moment de déconcentration ou un temps faible pas bien géré et que ça faisait 3-1, ça n'avait pas une incidence capitale. Hormis les saisons à 98-99 points qui jouaient à la différence de but à la dernière minute avec City. Mais dans un monde normal, ça va. Le début de saison dernière de Slot, il est en fait, la machine elle a été lancée. Oui, Donc il a récolté les fruits du travail en fait, de il Jürgen. récolte les fruits, il est encore en train de récolter. Alors, il y a quelque chose qu'il a appris à cette équipe quand même sur ces 6 premiers mois, c'est d'être moins dans le heavy metal football que prenait Klopp, où C'est un vrai terme qu'utilisait Ouais, Jürgen voilà. Klopp, le heavy metal. C'est ce qu'il aimait. On part à l'abordage, et puis le couteau entre les casse dents, tout, et puis on fait un braquage, et puis voilà quoi. Et lui, il leur a appris à plus gérer ça. Liverpool, qui était une équipe à ce moment-là qui était vraiment incroyable, techniquement vraiment très fort. Ils se sont mis à avoir c'est les équipes qui garaient le bus entre guillemets, et du coup Slot leur a appris à plus gérer les temps de possession pour les piquer l'adversaire au moment où ils s'y attendaient plus, ou à l'user, les fatiguer. Mais en tout cas, il leur a appris à être patient. Ce qu'il y avait un peu moins avec Klopp. Mais depuis cette défaite contre Paris, on est sur une pente, une forme de déclin finalement. Qu'aujourd'hui, il n'arrive pas à reprendre un peu ça, et il sent que ça lui échappe un peu, je pense. Donc en fait, j'ai l'impression, si je comprends bien ce que tu dis, qu'il n'y a pas le sentiment qu'il est en train de construire quelque chose de nouveau, et qu'en fait, on ne sait pas trop où ça va, quoi, où va le projet. Non seulement on a l'impression qu'il n'est pas en train de construire, mais c'est même il est en train de déconstruire. En fait, on avait l'impression Klopp avait façonné un club nouveau presque, une équipe nouvelle. Et là, on a l'impression que le château de cartes s'écroule et qu'il n'a pas les solutions pour redonner confiance et de l'allant à cette équipe, en fait. C'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure sur les manques de cette équipe, parce que Klopp, à la fin du match d'hier soir contre Galatasaray, il a fait une... Slot. pardon, Comme Slot. quoi, Ouais.
c'est vraiment pas le même. Slot, il a fait une conférence de presse donc à TNT Sport, qui est le diffuseur de la Ligue des Champions en Angleterre, et il a dit pas mal de trucs assez intéressants. Bon, déjà, il a beaucoup parlé des supporters. Il a beaucoup mis en avant le fait que pour le coup, sur ce match-là, les supporters à Anfield avaient été hyper supportifs, comme on dit en anglais, donc très présents dans les moments où c'était plus compliqué, où Galatasaray essayait de sortir la tête de l'eau et qu'il avait beaucoup apprécié ça. Enfin, on sent qu'il essayait un peu de recoller les morceaux. Ouais. Ça fait un peu démago, mais bon, il a quand même eu le Mhm. mérite de le dire. Et il a dit aussi quelque chose d'intéressant. Il a dit, en fait, notre problème cette saison, c'est seulement l'efficacité, parce que on a plein d'occasions, mais on n'aura pas toujours autant d'occasions. Et en fait, quand on a des occasions, il faut inscrire des buts. En gros, c'est à peu près ce qu'il a dit. Et donc, j'en arrive à la suite de l'attaque, puisqu'on a parlé d'Ekitike et de Isaac. Mohamed Salah. De l'extérieur, c'est un peu une énigme, parce que honnêtement, à la fin de la première mi-temps hier soir, j'étais avec mon compagnon sur le canapé, on me disait bon, fin de carrière, il est complètement cuit, il sert à rien, voilà. Et puis il revient de la mi-temps et masterclass, passe des buts de fou. Enfin, comment il va en fait, Mohamed Salah? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Je pense que il fait une saison tellement extraordinaire l'année dernière. Meilleur joueur de première Pas ligue. contre le PSG pour le coup. Hein. Non, pas contre le Là, pour PSG, le mais coup, contre le PSG, il était. Mais attention, hein, on va revenir là-dessus, mais il est tombé sur un adversaire direct qui après a avalé tous ses adversaires directs sur le suite de la campagne de Champions League. Nuno Mendes. Nuno Mendes, phénoménal. Phénoménal. Donc il l'a complètement éteint, comme après il a éteint Bukayo Saka, comme il a éteint tout le monde. Donc j'ai envie de dire, il est tombé sur plus fort que lui. Mais à cette époque-là, il y avait une équipe qu'aujourd'hui il y a pas, il y a plus, et le déséquilibre il est trop important. Contre Tottenham, il n'était pas titulaire. Mohamed Salah, il rentre et tout de suite il fait pas les efforts défensifs. Aïe. Et tout de suite le stade le remarque et il se passe quelque chose qui est bizarre. Mohamed Salah, je pense que lui-même il s'attendait pas à avoir un déclin si rapide sur le début de saison qui est arrivé. Un déclin personnel ou collectif? Ou les deux? Les deux, je pense. Parce que la saison elle commence très bien avec les 5 victoires de suite qui sont un peu incroyables. Avec l'émergence de Szoboszlai qui prend une importance dans cette équipe, qui met un coup franc extraordinaire contre Arsenal. Mais après c'est ça, c'est ce château de cartes qui est un peu tombé, qui s'est un peu affaissé, qui est tombé et que personne n'a su reprendre en main en fait. Même les cadres, Van Dijk était un peu en dessous. Il y a eu les blessures d'Alisson, il y a eu Salah qui était complètement dans le dur. Ça arrive au moment où lui va partir pour la CAN et du coup il est plus titulaire et il fait cette sortie en zone mixte où il dit clairement que soit moi je joue, soit je vais me barrer, ce que personne comprend. Les me barrer du club quoi. Ouais, enfin, ouais. Voilà, donc c'était c'est vrai que c'était pas oublié ça. c'était pas il y avait pas un bon mood en fait. Personne ne tirait dans le bon sens ou en tout cas dans le même sens. Et lui comme l'équipe, donc c'est difficile de savoir aujourd'hui où il est et finalement le match du Galatasaray il résume la saison de Salah. C'est il est capable du pire, d'être complètement inexistant. Avec des potes, à un moment donné, voilà, il y a du trash talk dans tous les groupes WhatsApp, mais voilà, c'était comme dans tous les groupes WhatsApp de supporters. On voit autant Osimhen que Salah, alors que lui, il a pas mal au bras. Il avait le bras cassé, Osimhen. Il a joué avec le bras cassé. Donc on en était là, tu vois, nous aussi à la mi-temps, à se dire quand est-ce qu'il sort, quand est-ce que Gakpo, enfin, on l'appelle le fils d'Arneux parce que Gakpo, c'est pareil, si on en parle, il est pas décisif, il est pas très bon, mais il joue tout le temps. On se demandait quand est-ce que Gakpo va rentrer, et finalement, il rentre et il fait une deuxième partie de match qui est extraordinaire. Salah, pas Gakpo. Salah, voilà, mais c'est Salah en fait. On a l'impression que à l'image de cette équipe en fait, je pense que s'il était dans une équipe qui fonctionne, il fonctionnerait aussi, sans doute. Parce que son talent, il l'a pas perdu. Le porte aussi. Ouais. Talent, on l'a vu hier soir parce que le but qu'il met hier soir, il est extraordinaire. Voilà, oh là là. La petite remise de vis, il l'enchaîne, il la met, et puis voilà. C'est fantastique. La première, il met des frappes dans les nuages, et la deuxième, il est très très bon. Ouais. Bon, pour l'attaque, est-ce qu'on a fait le tour des attaquants potentiellement qui pourraient peser sur la double confrontation? Est-ce qu'il en reste? Je pense qu'on a fait le tour là, parce que on va pas parler de Gakpo qui est pas très bon, on va pas parler du petit Rio Ngoumoua qui jouera sans doute pas, ou alors il rentrera à un moment donné. Mais voilà, aujourd'hui, la question c'est est-ce que Alexander Isak sera de retour et va être dans l'effectif, qui joue ou qui rentre, et Ekitike, quel type de match il va faire face à son ancien club. Et Mohamed Salah, d'ici là, est-ce qu'il va être capable de maintenir le régime et d'être bon?
Voilà, c'est sûr que... Tu dirais que c'est quoi le schéma tactique qu'utilise Arne Slot? Bah alors, il a longtemps joué en 4-3-3, le même Mhm. système que Klopp, 4-3-3, mais avec une pointe basse dans l'attaque, avec une pointe basse dans l'attaque. plutôt, pas avec Et un numéro ouais, 9. ouais. Et là, hier, c'était cette espèce de 4-2-2-2 Mhm. avec... et je pense qu'il prépare, ce système-là pour le retour d'Isaac, pour mettre Ekitike et Isaac ensemble. Parce que ces deux joueurs, je pense que Mhm. ils sont meilleurs dans l'axe. Et avec des latéraux aujourd'hui, Frimpong qui est à 100% et qui est capable de prendre le couloir. Et de l'autre côté, Kerkez qui est enfin au niveau du Kerkez que Liverpool s'est offert l'été dernier. Mhm. Voilà, je pense que ça va être 4-2-2-2 avec les deux McAllister, Gravenberch et puis Donc un en peu plus... offensif, en milieu offensif. Non, eux en plutôt... McAllister et Gravenberch ouais. défensif. Et, Ok. devant, et au-dessus, Soboslai et Wirtz. Alors, il faut qu'on revienne sur Szoboszlai, parce que... bon, est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur joueur de la saison? Sans aucun doute, il n'y a Voilà. même pas de débat possible. Bon, hier soir, il a sorti une masterclass. Mais vraiment, il crevait l'écran. Bon, toi, tu dois avoir l'habitude. Moi, je regarde moins Liverpool, Ouais. donc là, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok. Là, on peut dire que c'est le danger numéro 1, Bah, surtout de l'extérieur de la surface. Le nombre de tirs qu'il a fait, tout le aujourd'hui- temps cadré. Ouais. Bah, aujourd'hui, la seule certitude que j'ai au moment où je m'installe sur mon canapé et que je regarde un match de Liverpool, c'est je sais que Szoboszlai, il va être bon. Il n'y a aucun match cette C'est année déjà où pas il a mal déçu. d'avoir des certitudes Et dans, il dans était ce baladé. genre. Pourtant, il a été baladé. Il a remplacé Frimpong quand il était blessé, défenseur, enfin latéral droit. Il a joué dans le milieu. Il a joué en faux neuf quand Isaac était blessé et qu'il y avait Ekitike qui était là quand il sortait. C'est Szoboszlai qui passait en faux neuf. Franchement, c'est le meilleur joueur de la saison. Il y a absolument aucune discussion possible. Je ne veux même pas avoir ce débat. Je refuse d'avoir ce débat. Non, mais c'est intéressant pour nous de voir que, bon, voilà, lui, c'est vraiment le phare dans la nuit. dans la nuit. Tu peux dire ça. Ok. Ou aller dans... Si c'est pas la nuit totale, voilà. Oui, c'est- dans le demi-jour, on va dire. Voilà. On va dire ça. C'est mieux que demi-nuit, c'est un peu plus positif. Donc, Szoboszlai, il serait potentiellement, du coup, milieu offensif. Ouais. Tu m'as dit avec Florian Wirtz. Ouais. Ce serait ça. Ok. Florian Wirtz, sa saison. Ben, la montée en régime a pris du temps. Ok. Je pense qu'il faut digérer un nouveau championnat, le prix du transfert, voilà, tout ça, blablabla. Je pense aussi l'intensité peut-être de la Première Ligue est peut-être pas tout à fait la même que la Bundesliga, même si c'est un championnat qui va très vite. Mais là, aujourd'hui, je pense que là, je sais pas s'il est en pleine possession de ses moyens, mais en tout cas, c'est le Florian Wirtz qu'on a envie de voir sur certains matchs. Des fois, il manque peut-être d'appui pour être plus décisif s'il avait des joueurs comme ça là, ou des joueurs offensifs en tout cas, qui étaient eux aussi en pleine confiance. Mais quand on le voit hier, passer entre les lignes combinées, que ce soit avec Ekitike ou sur le deuxième but de Salah, c'est dur. Pour Appelons-le commenter Hugo. entre Szoboszlai et Ekitike. Ouais, appelons-le Hugo. Ouais, Hugo, c'est ça. Non, mais voilà, c'est un étiquette. joueur frisson, Florian Wirtz. Son talent, il n'y a pas besoin de débattre sur son talent. Aujourd'hui, il est dans une équipe qui fonctionne pas toujours de ouf, mais c'est un deuxième petit phare dans la nuit. Mais en fait, là, on a même pas parlé de la défense et du gardien encore, mais quand tu détailles l'effectif, il y a quand même des sacrés joueurs dans l'effectif. Il n'y a aucune raison. C'est pas normal. Qu'est-ce qui Cette se passe? saison, c'est un accident industriel. Liverpool ne devrait pas jouer la 4e place. Alors, même si tu peux pas être champion tous les ans, surtout en Première Ligue. Non, mais quand on voit que Manchester United a changé 2 fois d'entraîneur cette saison, qu'il y a notre ami qui s'est toujours pas coupé les cheveux parce qu'ils n'ont pas gagné 5 matchs de suite depuis avril 2012. C'est un supporter dont tu Oui. parles. Qui fait le buzz parce qu'il attend. Ouais. Voilà, c'est difficile de dire que on fait moins bien que ça alors qu'on a un effectif. Parce que pour United, être, ils sont 3e. Ils sont 3e. À 1 ou 2 points de Liverpool, peu importe. Mais Liverpool est derrière alors qu'il y a des joueurs qui sont extraordinaires. Et Liverpool est à 21 points du leader Arsenal. Ouais. C'est énorme. 21 points, 21 quoi. Points. C'est mal, ça. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop pour un champion. Bah oui. Attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, donc Gravenberch et McAllister. Donc là, c'est le pivot devant la défense. Qu'est-ce que t'en dis? Alors Gravenberch, hier, il fait un gros match contre le Galatasaray. Vraiment, il était de nouveau partout.
Mais je pense que, voilà, à l'image de l'équipe, le milieu, il tient peut-être un peu moins les espaces que les années précédentes. Au niveau de l'intensité, ils sont comment? Parce que c'est peut-être ça le L'intensité, le problème, c'est qu'il y en a toujours. Mais c'est ce que les coachs ou quoi, c'est ce qu'on entend, c'est Mmh. il faut courir intelligemment, il faut bien Mmh. quadriller ton terrain, il faut que tu aies un vrai bloc, il faut pas que l'équipe se décompose, se délite au fur et à mesure Mmh. que le match avance. Et voilà, et des fois, c'est pas toujours l'impression qu'on a. Euh, le problème, c'est que c'est une équipe qui, des fois, est un peu malade ou manque de confiance. Et sur certaines pertes de balles, quand ceux de devant ils reviennent pas ou que tout le monde, ce qu'on disait tout à l'heure, tire pas forcément dans le même sens, à un moment donné, on prend une fois une vague, deux vagues, trois vagues, mais la quatrième, à la 95e, t'en prends un parce que t'es fatigué d'avoir couru partout. Donc, sans les incriminer directement, en tout cas, il y a personne qui est au niveau de l'année dernière. Ah ouais, Non, il y a personne qui est... individuellement, non. Non, à part Soboslai. Et Mmh. encore, il est pas au niveau de l'année dernière parce que lui, il est plus fort que l'année dernière. Mais tout le reste, ouais, c'est pas le même niveau que l'année dernière. Mmh. L'an dernier, si on se disait, tiens, on va faire une équipe, on prend le 11 du PSG, le 11 de Liverpool et on fait une équipe, j'aurais été bien emmerdé pour le faire. Ah Cette ouais, c'est année, clair. Parce que c'était 2 collectifs, avec des collectifs à un niveau d'homogénéité et de niveau technique extraordinaire. et de vision du jeu totalement extraordinaire. Bien Les sûr. 2 quoi. Voilà. Cette année, ça irait Mais beaucoup plus vite. Hein. mais est-ce que c'est pas aussi une équipe enfin, l'année dernière, c'était pas le cas puisque l'année dernière, vous aviez gagné tous les matchs de phase de ligue. Mais, tu vois, le Paris Saint-Germain, il y a eu des matchs récemment où on s'est dit: «Waouh, c'est pas du tout le même collectif que l'année dernière et tout» et pourtant, en Ligue des Champions, ils te sortent des masterclass donc, Mhm. est-ce que c'est pas aussi, ce à quoi on peut s'attendre? Parce que s'il y a un match dans lequel le collectif de Liverpool est obligé de mettre son habit de lumière, c'est la double confronte contre le PSG. Je sais pas, quand on est footballeur, c'est le genre de match qu'on rêve de jouer, je pense. Ou pas, justement. Je sais pas. Bon, quand même, je pense que si. Mais le problème, c'est que au-delà de l'intensité que tu veux mettre et tout, c'est les idées que tu mets en place. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, quand ils jouent, ils ont des certitudes. Tu prends le groupe qu'a fabriqué Luis Enrique, Fabien Ruiz manque, so what? Dembélé manque, so what? Barcola va être absent quelques semaines, so what? Bon, Marquinhos manque, c'est moins facile, mais, Non, mais quand même, tu tu vois, raison. Oui, oui. tu vois ce Oui, que je veux dire. bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, On comprend le projet, on sait où ça va et on les sait joueurs, que en fait, ils sont habités d'une force. Mmh. Quand tu vois les matchs du Paris Saint-Germain, ils sont habités d'une force où tu te dis, on sait qu'on va gagner. On sait pas comment, mais on sait qu'on va gagner. Des fois, tu prends les matchs de Liverpool, c'est on sait pas qu'on va gagner et on sait pas comment on va faire pour le Ouais. faire. Ouais. Et voilà, des fois, ça donne des matchs stériles. Tu prends le match de Tottenham, c'est nul. Tu sais pertinemment que tu vas te faire rejoindre à la 84. C'est ça, en fait, maintenant, on fait des pronos. Nous, dans notre groupe, ils font des pronos pour se dire à quel moment on va perdre le match, à quel moment on va se faire rejoindre et qui va marquer. Ah ouais. Ouais, en fait, on est dans cette certitude ça va pas bien se passer. Donc mentalement, c'est vraiment la situation inverse du PSG, quoi. Parce que le PSG, c'est une espèce de confiance qui paraît presque Alors, je surnaturelle. pense très sincèrement que le rapport de force par rapport à l'an dernier, c'est complètement inversé. Où on a une équipe qui arrive et on se dit, c'est Liverpool qui... Alors Arne Slot, hier, il a dit, je suis pas sûr que le PSG soit content de jouer Liverpool. Mais tu arrives à un moment où, de toute façon, tu es content de jouer contre personne, puisque les équipes qui restent, c'est les 8 meilleures équipes d'Europe. Ouais, mais bon. Alors, justement, je l'ai la Oui, mais tu vas me dire de... quoi? On aurait préféré jouer le Sporting. Paris a perdu au Sporting. Aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes en Europe et c'est pas... Oui, bien sûr, à ce niveau-là, en quart de finale, oui, mais bien sûr. aujourd'hui, le rapport Même de Bodo force... Glimt n'est plus là, en plus. Donc, oui. Heureusement pour les autres, parce l'ogre que... Bodo Glimt. Tu vois, je pense vraiment que le rapport de force s'est inversé. Je pense que là, la double confrontation, pour moi, c'est le Paris Saint-Germain qui est favori de cette double confrontation. Ils ont beaucoup plus de certitude dans le jeu. Ils ont une confiance, pour moi, qui est bien au-dessus de celle de Liverpool. C'est une équipe qui vacille. Alors oui, tu le disais, ils sont capables de remettre leurs habits de lumière et ça me fait penser à ce dernier match comme ça qui n'avait pas de sens. Ce match retour contre Barcelone il y a quelques années où ils mettent 4-0. Tu passes d'une équipe qui est friable, qui sait pas comment se comporter, qui prend 3 buts au Nou Camp et qui derrière fracasse une équipe qui était pourtant extraordinaire.
Et qui s'est peut-être vue trop belle aussi, parce que quand tu as 3 buts Ouais. d'avance et que t'es le Barça, tu te dis Oui. bon, aucune Mais chance. ce qui n'arrive Ouais. plus au PSG. Ouais. Moi, je me suis dit le 5-2. Ouais, Tu ouais, as le ouais, 5-2 ouais. au match Et aller. ils vont lever le pied à un moment, et c'est ce qu'ont dit Il les y a joueurs quelques- de Chelsea. Il y a Mais en quelques fait, ils années, sont fous. il y a quelques années où, tu vois, après la bouchez-vous les oreilles, remontada. Il y avait Ouais, un on est doute. guéris maintenant, c'est Oui, bon, mais tu vois, faut le dire. il y avait un doute, on se disait, putain, on a 2 buts d'avance, Mm. mais on n'est pas. Là, j'avais aucun doute. Mm. Aucun doute sur le fait que Paris allait aller à Stamford Bridge et se qualifier. Qu'ils leur mettent 3-0, peut-être pas, mais j'avais zéro doute en fait. Aujourd'hui, de l'autre côté, Liverpool, je pense qu'il y a moins de certitude. Alors, c'est un match de foot, hein, tout est possible, mais je Oui. pense qu'il y a moins de certitude. Alors, on va écouter Arne Slot, justement. Donc, c'était la fin de son intervention sur TNT Sports, donc hier soir. Hein. On va l'écouter en anglais et je vais vous traduire ça. Oui, on a hâte de retrouver le PSG. La saison dernière, face au PSG, nous avons été complètement dominés à l'extérieur. Nous avons ensuite réalisé un excellent match retour à Anfield, mais nous avons perdu au tir au but. Il faut avouer que depuis, ils n'ont pas franchement baissé leurs standards. Il était quasiment impossible pour eux de s'améliorer cette saison. Pourtant, ils ont été très impressionnants jusqu'à présent. Mais après avoir vu notre performance de ce soir, je ne pense pas qu'ils seront ravis de jouer contre nous. Et la saison dernière, nous étions la seule équipe à les avoir poussés en prolongation et au tir au but. Donc, ce qu'on peut en conclure quand on écoute cette déclaration t'as l'air carrément dubitatif. J'aime bien tes temps d'axe en fait quand t'entends Arne Slot. Ouais, ça me gratte. Ah ouais, c'est à ce point-là. Je l'ai vu sur ton visage, J'ai vu le mec visage fermé quoi. Ouais. Franchement, j'ai entendu voilà, dans toutes les émissions de talk là-bas, même en France, sur des émissions de talk où voilà, les gens parlent des résultats de Liverpool. Je pense qu'il y a une grande majeure partie des gens qui se demandent encore en fait, ce qu'il fait là et en fait, franchement, pour moi, c'est du blabla en fait. Ce qu'il me dit, je le retrouve pas Il t'emmène pas quoi. T'as pas envie de le suivre et tu n'as pas confiance en lui en tant que coach. C'est difficile à dire, mais oui, j'ai confiance en l'équipe, en les joueurs. Ils sont capables de faire un match comme hier, mais je ne sais plus ce que lui peut apporter. Alors après, à sa décharge, mais ça ne veut pas dire qu'il est l'homme de la situation, mais à sa décharge, passer après Jürgen Klopp, comme ce sera très difficile de passer après Luis Enrique au PSG, c'est pas évident, hein, parce que tu passes après un bâtisseur, une légende, un mec, en plus un humain, je pense, assez exceptionnel, Jürgen Klopp, donc c'est chaud de passer derrière. Ouais, mais tu vois, même on en parlait tout à l'heure, même dans sa communication, des fois il a eu des maladresses ou des fois il fait des choix bizarres. Tu vois, contre Tottenham, pourtant les deux sont je cherche le mot français, ils sont fit, ils sont dispo, ils sont à 100%. Il met Szoboszlai à droite et Frimpong dans le milieu. Ça n'a aucun sens. Pourquoi il fait ça? Et des fois, je trouve que quand ça fonctionne pas, il n'a pas de choix de coaching qui vont inverser une rencontre, qui vont faire que... Il a peu d'influence sur les rencontres. Moi, c'est mon point de vue, en tout cas. Et surtout, ce qu'il dit, en plus, en filigrane, quand il dit c'était difficile pour le PSG de s'améliorer, mais ils ont quand même réussi à s'améliorer, c'est un peu violent pour Liverpool en diapositive, un peu, parce que Liverpool semblait avoir le niveau le plus incroyablement parfait après cette phase de Ligue des Champions, et en fait, depuis, ils ont fait que régresser, quoi. C'est ce que tu nous as expliqué, quoi. Oui, c'est un peu le cas. Le chemin est un peu inverse, quoi, pour l'instant. C'est ça, c'est des trajectoires qui sont opposées. Ils sont rencontrés à un moment donné, et puis il y en a un qui est monté, qui est champion d'Europe et qui écrase absolument tout sur son passage, et l'autre qui, depuis, nage en plein doute, en fait. Bon, après, on se dit ça. Moi, par expérience, à chaque fois que j'étais vraiment confiante avant un match, j'ai eu des mauvaises surprises. Donc, faut bien se dire que là, on est en train de parler des doutes de Liverpool. Ça veut pas dire qu'on va éclater Liverpool, quoi. C'est pas le... Non, mais... je sais pas si au fond de toi, tu penses qu'il y a quand même une chance que Liverpool gagne, ou si t'es vraiment persuadé que vous allez vous faire sortir. Alors, mon ressenti à moi et l'expérience, la petite expérience que j'ai en tout cas à regarder cette équipe jouer cette année, c'est que ils sont capables de tout, mais que la pièce cette année, elle tombe jamais du bon côté. Dans les gros matchs, elle tombe pas du bon côté. Il y a eu ce match contre Arsenal, que Liverpool bat à Anfield,
Mais depuis quelques semaines, on voit que le mood il est pas là en fait. Et que quand tu te cherches, que t'as pas vraiment de certitude face à une équipe qui exploite tes moindres failles d'une manière chirurgicale. Aujourd'hui, j'ai vraiment un doute sur le fait que cette équipe-là de Liverpool soit capable sur 2 matchs de renverser le PSG. Alors moi maintenant, j'aimerais bien que tu m'emmènes en voyage dans ton groupe WhatsApp, enfin tes groupes WhatsApp de supporters de Liverpool. Quand vous voyez que le Paris Saint-Germain passe contre Chelsea avec la manière, mais Liverpool est aussi passé avec la manière contre Galatasaray. Quand vous voyez ça et que vous vous dites, donc si on passe contre Galatasaray, c'est le PSG sur notre route, qu'est-ce que vous en dites ? Qu'est-ce qu'en disent les supporters de Liverpool ? Est-ce qu'il y a quand même un plaisir à retrouver le PSG, à retrouver cette double confrontation qui a été légendaire, même si voilà, c'est Liverpool qui passe pas, mais le niveau était tellement légendaire que c'était voilà. Est-ce que tu as senti un peu quand même d'excitation ou au contraire c'est la frousse ou je sais pas, le dépit ou... Je sais pas si c'est la frousse, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le rapport de force par rapport à l'an dernier, il est complètement inversé. Oui, mais des fois, c'est bien d'être le challenger mentalement. Bien Toi sûr. qui as fait des documentaires sur le Ouais. mental des champions, des fois, être le challenger, ça peut aider pour se motiver. Ah bah c'est sûr que quand tu te dis que tout le monde te donne perdant et compagnie, que prouver au monde que tu existes et que tu es capable, bien sûr qu'il y a un côté où je pense que c'est un discours qui est motivant, qui est motivé, qui est très fort. Maintenant, la réalité du truc, c'est que l'an dernier, on était trop content d'avoir ce match parce que on avait Liverpool à la maison et qu'on allait faire la fête, quoi. Quoi Là, qu'il quand arrive. tu dis on, tu parles des Je parle supporters de nous, parisiens, quoi, de notre Liverpool. association, vraiment. Je parle Ah ouais. de notre association. Je suis pas du tout en train de parler du fait que je sois plus supporter de Liverpool que du PSG, mais c'est vraiment nous, notre asso, cette grande bande de potes. On s'est dit, putain, c'est génial. En fait, on va là, c'est comme si il y a 6 ans, maman elle m'amène à Euro Disney, quoi. Tu vois, ça va être la plus belle journée de ma vie. Pour le Maintenant, supporter du PSG que tu es aussi, Ouais. c'était Euro Disney, mais... C'était Euro Disney Ouais. et le parc Astérix dans la même journée. C'est ça. La Mais, montée et la descente, mais en même temps, quoi. Voilà. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, on est content parce que, encore une fois, voilà, on va pouvoir faire la fête, que c'est fédérateur. Un match en France, c'est jamais anodin. C'est comme le match à Marseille un peu plus tôt dans la saison. Ça permet à tous nos membres d'avoir un match en France et de pouvoir se retrouver beaucoup plus facilement et à moindre coût aussi, évidemment, que d'aller en Rappelle-moi le Angleterre. score contre Marseille. 4-0 Ouais, c'est quelque 5-0 chose comme ça. Je sais plus. Franchement, tu sais que je ne sais 3-0 Moi, j'oublie souvent les scores Ouais. aussi. Mais je Je me sais souviens de ça parce que je me souviens qu'avant le match, j'avais écouté, tu sais, on a une banque, un logiciel sur lequel on peut écouter les reportages des autres locales de Bien Radio sûr. France. Et je me souviens que pour préparer une émission, je sais plus laquelle, mais j'étais allée écouter les reportages sur les supporters de Marseille avant ce match contre Liverpool. Ils étaient ultra confiants, ultra excités, ultra ouais, Liverpool, on a une super équipe cette année, on peut faire quelque chose et tout. Et je me souviens que le score derrière avait été très salé, quoi. Ouais. Mais en même temps, franchement, c'est que j'étais pas loin de me dire que à ce moment-là, au Vélodrome, il pouvait aussi tout se passer. Ouais. Parce que c'était vraiment une équipe de Liverpool qui aujourd'hui était, 3-0. qui était prenable en fait. Alors, Avec un ce qui a but fait contre son camp de Roulis. Ouais, je me C'est souviens pas des pour les- images. Je me Ouais. souviens des images. Mm. Mais le problème c'est ça de cette équipe, c'est qu'elle est capable de perdre contre Bournemouth et comme elle est capable de battre le PSG. Mm. Et en fait, il y a tellement d'inconstances que c'en est presque illisible. C'est soit ils y vont au talent Qu'ils ont. qu'ils ont, Mm. mais pour moi, les certitudes, elles sont de l'autre côté. Aujourd'hui, la force collective, elle est plus de l'autre côté. Pour terminer l'émission, on va quand même dire un mot sur la défense et sur Alisson, le gardien. Il n'y a pas de doute sur, à moins qu'il soit blessé, mais sinon, il n'y a pas de doute sur la C'est le titularisation titulaire. d'Alisson. C'est clair et C'est net. le titulaire. Voilà. Bon, vu le match qu'il avait sorti Ouais. l'année dernière contre Paris, je pense que c'était un peu de toute façon une évidence de le remettre. Et même si en FA Cup, la semaine d'avant, le Ouais. 4, c'est Mamadardashvili qui joue parce que peut-être que c'est lui qui jouera en coupe. Il est géorgien. Il est géorgien. Et j'arrive. Il doit connaître Gvisha, j'imagine. Ouais, bah je pense. Hein, Je suppose. Je pense qu'ils sont copains. En sélection, ils doivent jouer Ouais, je ensemble. pense. Ouais. Et t'as vu, j'arrive mieux à dire Mamadardashvili que Ekitike. Mais Kitike, c'est vraiment piégeux. C'est piégeux. C'est très piégeux. C'est tricky, Ekitike, hein, franchement. très piégeux. Mais non, c'est Alisson le titulaire de cette équipe. Aucun doute. Aucun Et doute. lui, pour le coup, sa saison, il a été blessé. Mais ouais, il a sinon- été un peu fidèle à lui-même.
Donc Il carré, sauve quoi. des coups. Mm. Il sauve des coups contre Tottenham. Liverpool doit perdre s'il n'est pas dans les buts. Ah ouais, d'accord. Ok. Et alors la défense, on a pas mal parlé de Virgil van Dijk, qui est donc le capitaine et qui est là depuis longtemps. Tu disais qu'il avait pas fait un début de saison fantastique. Il a été un peu critiqué, mais comme tout le monde dans cette équipe. Ok. Hier, il a été solide, mais il y a des fois où il a des petits trous d'air et où on a l'impression qu'il est moins dans la maîtrise et dans le voilà. Quand on se rappelle tous de, c'est devenu un mème, mais le plus fort c'était Van Dijk. Aujourd'hui, je sais pas si on est encore là-dedans. Hmm. Est-ce que tu dirais que quelque part, il en est un peu au même stade que Marquinhos? C'est-à-dire vrai leader de l'équipe, dans l'intention, dans la longévité et tout, mais avec quelques moments où c'est moins carré qu'avant. On pourrait faire la comparaison? On pourrait, je pense, faire la Il comparaison. met des Voilà. têtes en plus. Ouais. Comme Marquinhos. Ouais, ouais. Il est plus aussi dominant. Mm. Tu vois. Je pense qu'il fait plus aussi peur à son adversaire Mm. et du coup, il est aussi plus exposé. Mais peut-être comme Marquinhos, parce que j'ai en tête des Nuno Mendes qui cette saison a fait 2-3 boulettes le match aller contre Chelsea ou quoi. Peut-être que il est un peu plus exposé aussi, mais ouais, c'est un joueur qui est moins dominant qu'il a pu l'être. De toute façon, dans le jeu prôné par le PSG et pratiqué par le PSG, c'est clair que les attaquants axiaux sont assez, comment dire, tout nus un peu, parce que comme leurs ailiers montent, enfin les latéraux jouent Montent quasiment beaucoup. comme des ailiers Ouais. ou même des milieux des fois, c'est vrai que ça leur arrive de se retrouver tout seuls face à des vagues, voilà. Ok, Van Dijk, donc c'est l'axe gauche, axe droit, Ibou Konaté. Il fait un super match aussi hier, Konaté. Très bon match. Début de match un peu bof, puis après il se reprend et franchement. Après, c'est Konaté. C'est-à-dire, enfin, on le voit avec Liverpool comme on le voit en équipe de France. C'est un joueur extraordinaire. Je trouve que c'est un joueur extraordinaire qui, des fois, a des trous d'air. Ouais. Il a pour lui cette envie de toujours être partout. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, des fois, comme il est là à courir partout, à vouloir des fois anticiper des choses, il est un peu. Et en fait, quand tu as une équipe qui est un tout petit peu déséquilibrée, il y a un petit gravillon dans la chaussure, tout de suite tu le ressens. Et il y a eu des fois où il a été moins bon, mais il fait du Konaté, c'est toujours. C'est pas par nonchalance, quoi. Ah non. C'est pas du tout un joueur. Non, c'est pas du tout dans un joueur l'intention, qui- on peut compter non. sur lui. Ouais. La seule incertitude qu'il donne aujourd'hui à Liverpool, c'est qu'il est en fin de contrat à la fin de saison. Ah ouais, et la saison avance, dis donc. Et on est. Mais c'est intéressant, on est ça, mi-mars. dis donc. Konaté en fin de contrat. Ouais, Konaté en fin de contrat et. Attends, ça fait- parce que je sais, on verra ce qui se passe avec Zabarni, mais bon, ça pourrait être une option pour le PSG, non? Tu le recommanderais? Je pense que je recommanderais. C'est quand même un international français, un joueur qui est titulaire chez le champion d'Angleterre et cette année à Liverpool. Je pense que n'importe quel club un peu sensé S'intéresserait à Konaté. s'intéresserait à ce genre de profil. Ok, donc il doit y avoir du monde sur la corde à linge, quoi. Ouais. S'il n'a pas prolongé, je pense que c'est qu'il y a du monde sur la corde à linge. Ouais, c'est ça. Les latéraux, on en a un tout petit peu parlé, c'est Kerkez. C'est comme ça Kerkez. Kerkez, Ouais. c'est comme ça qu'on prononce. Je pense, et ouais. Frimpong, tu Et penses Frimpong. Tu penses Tout le monde l'appelle Kerkez en tout cas. Oui, donc c'est comme ça qu'on prononce. Enfin, en tout cas en France. Voilà. Et Frimpong, donc ces deux latéraux-là, ils vont avoir un boulot Colossal. voilà, compliqué clairement contre nos latéraux à nous et nos milieux aussi, qui sont très très forts. T'en penses quoi des deux? Eh ben, que avant Liverpool avait donc Trent, mais qui est parti au Real, et Robertson, et qu'aujourd'hui, là, ça y est, on a retrouvé deux latéraux qui sont les successeurs de ces deux latéraux. Ok, donc qui ont un vrai niveau aussi. Ah ouais. Kerkez, hier, il fait un match exceptionnel. Il est partout. Il va gratter et puis c'est un chien. C'est un pitbull. Tu le lâches, tu lui donnes pas à manger depuis le matin, il y va. Franchement, il a eu un début de saison où je pense que pareil, il a fallu un peu qu'il amortisse un peu le transfert. Tu arrives de Bournemouth à Liverpool, c'est pas facile, je pense. Et puis exposé tout de suite parce que Robertson jouait pas, que Arne Slot a dit c'est toi qui vas jouer, mon pote, donc tu y vas. Donc tout de suite, il faut remplacer un mec qui était latéral ici depuis un nombre d'années incalculable, qui avait ses repères avec absolument tout le monde, puisque le reste de l'équipe n'a pas beaucoup changé. Mais là, aujourd'hui, il est monté en puissance et je le trouve très très bon. Vraiment très très bon. Et puis de l'autre côté, Frimpong, offensivement,
je pense qu'il apporte autant que Trent. OK. Mais la grande différence, c'est que en plus, lui, il défend. Ah! C'est bien ça aussi. Oui, Surtout parce que contre le j'ai eu des PSG. discussions endiablées avec, avec, Momo Sissoko, pour pas le nommer, qui est un ancien des deux maisons et avec qui je Donc travaille de temps Momo en temps, Sissoko, pour ceux qui savent pas, c'est ancien joueur du PSG et de, ancien joueur de de Liverpool, Liverpool. que je connais puisqu'il travaille avec nous à Bein sur la CAN, entre autres. Et voilà, des fois, on en discutait. Et après ce match, on en avait parlé. Et c'est vrai que la lacune principale d'Alexander-Arnold, c'était quand même dans son dos de prendre des couloirs incroyables. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas, on était tous à l'époque dans notre groupe et parmi les suiveurs de Liverpool dégoûtés que Trent, le fils du club, le scout in the team, quitte le navire pour le Real Madrid. Et finalement, aujourd'hui, j'ai l'impression que, entre guillemets, il y a plus grand monde qui Qui le le regrette regrette? parce que Frimpong, il a cette facilité technique et cette rapidité pour le déborder, en tout cas aider Soboslai ou celui qui joue sur le côté droit avec lui. Et en plus de ça, j'ai l'impression que défensivement parlant, il est plus capable de faire baisser le rythme cardiaque de la plupart des gens qui regardent les rencontres. D'accord. On sent que ton cœur a été mis à contribution cette saison avec Liverpool. On va conclure cette émission. Tu m'as fait une belle passe D en parlant de Momo Sissoko et de la CAN. On va conclure cette émission avec, comme promis, juste un tout petit mot sur la CAN, puisque tu as couvert cette CAN à Paris ou au Maroc. Les deux. Le jour de la finale, c'était où? Le jour de la finale, j'étais dans le car régie au bord du stade à Rabat. Donc j'étais là-bas. Tu fais partie des gens à qui j'ai pensé quand on a appris avant-hier que la CAF finalement donnait la victoire finale, non pas au Sénégal, mais au Maroc avec 2 mois de retard. Qu'est-ce que toi, t'en penses de ça et comment t'as réagi déjà quand t'as appris la nouvelle? Alors, la première réaction que j'ai eue, en fait, voilà, on arrive 48 heures ou je sais pas calculer après l'info. Tout le monde s'est exprimé, enfin, beaucoup de monde s'est exprimé là-dessus. Et je pense que tout le monde est unanime sur la façon dont ça a été, traité. Ma première réaction à moi, c'est en sortant du match de Paris, regarder mon téléphone pour voir déjà les autres résultats de la soirée. Et puis après, ouvrir, comme tout le monde, ses groupes WhatsApp pour dire mon groupe PSG. pour dire j'ai des groupes sur je suis un opportuniste. Non mais tu vois, c'est je te le dis tout de suite que dans les commentaires tu vas te prendre des scuds, hein, c'est obligé. C'est pas grave, c'est pas grave, faut assumer qui on est. Moi j'aime les deux et j'ai aucun problème avec ça. Mais t'as bien raison. Voilà, et je pense que tous les amoureux de football, ils suivent une équipe à droite à gauche où ils adorent le Real sans avoir eu. Moi, la seule différence, c'est que j'ai eu la chance de vivre cette expérience-là régulièrement sur site. En vrai, là-bas. C'est ce que j'aime en fait. Et du coup, il y a des accroches qui sont différentes. Et pour en revenir à ta question, j'ai cru à un prank en fait. Je fais, il y a quelqu'un qui m'envoie un message. Je pense qu'il essaye il va m'avoir, ou alors il s'est fait avoir par un faux compte sur Twitter. Et puis, j'ouvre un deuxième message, le même, un troisième, le même, un quatrième. Je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose. Et voilà, j'ai trouvé ça, évidemment, je m'y attendais pas du tout. On n'avait même pas tellement la notion que quelque chose, une info là-dessus allait tomber. Enfin, je sais pas, en tout cas... Non, alors j'ai lu le soir, j'ai écouté la radio et il y en a qui disaient qu'a priori, dans l'après-midi, là-bas sur site, en tout cas au Maroc... la décision allait tomber. Quelque chose allait tomber. Et puis c'est tombé, mais en tout cas oui, moi j'ai été très surpris, très surpris de la décision, et puis en plus le délai que je trouve incroyable. La finale de la CAN, si je dis pas de bêtises, c'était le 19 janvier. On est 2 mois après. Pourquoi 2 mois après? Pourquoi maintenant? Pourquoi ne pas avoir sur le coup pris cette décision en parlant de ces 2 articles-là qui sont mis en avant? Voilà, c'est un peu incompréhensible. On est tellement loin. Je suis ni sénégalais ni marocain, bien entendu, mais je peux comprendre la frustration des uns et des autres qui ont fêté ce titre et on va le reprendre. Ceux qui n'ont pas pu le fêter et qui pourraient l'avoir.
Voilà, aujourd'hui, franchement, c'est une situation qui est un peu C'est un ubuesque. énorme raté, en tout cas. Je suppose que si elle arrivait d'une même manière dans une compétition qui nous concerne à nous, on serait consterné de la même manière. Ouais, c'est clair. Complètement consterné, c'est le mot, je pense. Écoute, merci beaucoup, Julien Gray, d'avoir été avec nous. Franchement, c'était passionnant. Je me sens prête à la double confrontation. J'avais déjà hâte, mais maintenant, c'est encore plus. J'ai vraiment hâte de voir quel visage Liverpool va présenter au Parc des Princes. Donc le 8 avril et le 14 avril à Anfield. Ouais. Je crois que c'est ça, le 8 Le avril. 8 et le 4. Ouais, le c'est ça, 14. mercredi 8 et mardi 14. Voilà, c'est encore une double confrontation entre les deux matchs de laquelle il n'y a pas beaucoup de jours. Hein. Du mercredi au mardi, Ouais, ça va vite. ça va aller très Ouais. vite. Surtout que là, pour le coup, les deux équipes auront un match à jouer entre les deux. Ça va être très intéressant. En tout cas, merci beaucoup, Julien. Sûrement que d'une façon ou d'une autre, je sais pas, on t'appellera, j'en sais rien, tu seras sûrement au stade, mais dans les deux cas, t'es pas sûr. Franchement, je sais pas où je serai. Si t'as un doute, tu peux venir voir le match avec nous en studio. On fait un live YouTube. C'est vrai ? Ah ouais. Je sais pas encore où je serai. Je sais pas non plus. Je peux pas promettre dans quel état je serai. Parce que, Surtout après. Même avant, des fois on sait pas. On se laisse embrigader dans des aventures festives. Ah bah oui. Mais avec plaisir si je suis là, avec grand plaisir. Si t'es pas au stade, tu peux venir voir le match avec nous. Voilà, match aller au parc. Rabé sera au parc, mais match retour, il sera avec nous en studio. Ok. Voilà. Quoi qu'il arrive. Retour, on verra le retour. Parce que peut-être que le match aller ici, je vais essayer d'aller au parc jusqu'à la dernière minute. Je sais pas comment ça va se passer, mais le retour, pourquoi pas. On peut tout à fait envisager ça. On s'en reparle. On verra déjà ce qui s'est passé au match aller. Ça peut changer ton envie d'être avec nous ou pas. Non, j'assumerai quoi qu'il arrive. Tu peux être un peu plus. Ouais, on verra. C'était pas un peu plus tendax. Voilà. Merci beaucoup à Océane qui était en régie aujourd'hui et à Arnaud qui est avec elle en doublon. Merci Julien d'avoir été avec nous. Plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine évidemment pour un nouvel épisode de 100% PSG Le Mag. Ciao.